Alors, dernière vidéo concernant un nouveau courant. Donc on va voir le dernier courant qui est le monétarisme, qui est apparu dans les années 70-80. Il y a deux principaux auteurs sur le monétarisme qui sont Friedrich Hayek, qui est un économiste autrichien alors qui a vécu au 19 fin 19e siècle, je crois, qui est beaucoup plus ancien que l'application de théorie monétariste, et surtout Milton Friedman, qui est encore vivant, mais qui est très vieux, je crois, et qui a été l'économiste qui, de son vivant, a contribué à mettre en place les théories monétaristes. Alors on va commencer par le monétarisme, et ensuite on va parler un tout petit peu du néolibéralisme, puisqu'en général, le monétarisme et le néolibéralisme sont très nettement associés et fonctionnent plutôt ensemble. Sachant que les néolibéraux sont en fait des gens qui reprennent les idées des libéraux de l'époque d'Adam Smith, de David Ricardo et de Thomas Malthus. Alors, on va plutôt s'attacher à la pensée de Milton Friedman, et en fait Milton Friedman, il reprend, on peut dire en gros dans les grandes lignes, ce qu'avait écrit avant lui Friedrich Hayek. Donc, Friedman, pour lui, ce qui est très important dans le monétarisme, c'est qu'il n'y ait pas d'inflation. Pas d'inflation du tout, rien, nada, zéro, que dalle. Très important. C'est l'essence de sa pensée, c'est pas d'inflation. En fait, la théorie de Friedman, on peut dire d'une certaine façon qu'elle est bâtie en opposition à la théorie de Keynes. Dans la relance keynésienne, l'État va intervenir, donc Milton Friedman va être absolument contre l'intervention de l'État. Il considère qu'elle est contre-productive et qu'en général l'État va faire pire que lui. On pourrait dire que la meilleure solution, c'est de laisser le marché s'auto-réguler avec un petit rôle dévolu à l'État, celui qu'on retrouve dans les théories de l'époque d'Adam Smith, avec le fait d'entretenir les infrastructures, d'assurer la protection et d'assurer les lois, et voilà, minimum vital. Et en plus de ça, il faut surtout, pour Milton Friedman, que la Banque centrale ne touche pas à la monnaie. Pas d'inflation, rien du tout, que dalle. Alors, pourquoi est-ce que l'inflation, pour Milton Friedman, c'est pas bon ? En fait, c'est parce que si vous faites une politique de relance, vous allez avoir dans un premier temps une augmentation de la consommation, mais comme il va y avoir une augmentation de la consommation, il va y avoir une augmentation de l'offre, et en fait les prix vont augmenter. Donc vous avez, pour Milton Friedman, l'illusion que votre pouvoir d'achat a augmenté parce que vous avez un salaire plus élevé. Sauf qu'assez rapidement, vous vous rendez compte que les prix augmentent aussi. Et vous vous rendez compte que vous êtes marron parce qu'en fait votre pouvoir d'achat il n'a pas augmenté. Vous en avez juste eu l'illusion pendant un temps parce que votre salaire a augmenté. Mais si vous faites le rapport entre votre salaire qui augmente comme ça et les prix qui augmentent comme ça en coût, voilà, au final votre pouvoir d'achat il est pareil. Vous êtes fait carotter. C'est pour ça que pour Milton Friedman, il ne faut surtout pas qu'il y ait d'inflation. Parce qu'en fait, l'inflation, ça va être l'ennemi du pouvoir d'achat. Et à partir du moment où les ménages qui consomment se rendent compte que en fait, le pouvoir d'achat il n'augmente pas, du coup, ils arrêtent de consommer, ils épargnent. Et puis, comme il n'y a plus de consommation, il y a moins de croissance de la production, il y a du chômage, voilà, tout ça se passe. Donc voilà, pour lui, pas d'inflation. Ça permet de maintenir un niveau élevé de consommation. Et la relance keynésienne, pour lui, repose sur une illusion, le fait qu'on soit trompé, dupé pendant quelques instants sur le fait que le pouvoir d'achat ait augmenté. Alors qu'en fait, l'inflation annule cette augmentation. Alors, autre chose, pour Milton Friedman, il y a un taux de chômage naturel. C'est comme ça, il y a du chômage dans l'économie, on ne peut rien y faire, il y a des gens qui ne trouvent pas de travail, voilà, c'est comme ça. Les gens qui ne trouvent pas de travail, pour Milton Friedman, c'est soit des gens qui n'ont pas des qualifications qui vont être adaptées à l'offre de travail, soit des gens qui n'acceptent pas de travailler pour le tarif qu'on propose pour leur salaire. Donc il y aura toujours soit des gens qui n'auront pas une qualification adaptée, soit des gens qui n'accepteront pas de travailler pour la somme qui est proposée. C'est triste pour Milton Friedman, mais c'est comme ça, on n'y peut rien. Et pour lui, il ne faut pas essayer de lutter contre le chômage, parce que le chômage est naturel. Voilà, il y aura toujours du chômage, ça ne sert à rien d'essayer de faire quelque chose, c'est comme ça, l'économie elle se porte très bien avec un taux de chômage. C'est un problème individuel pour Milton Friedman. Je suis au chômage, je fais une formation, j'accepte de travailler pour 3 francs 6 sous, je déménage, c'est à moi de faire quelque chose. C'est pas à l'État ou c'est pas à l'économie de gérer le problème du chômage. C'est à chacun de prendre son problème à bras-le-corps et de trouver la solution qui est adaptée à soi-même. Donc voilà, ça c'est les deux choses importantes pour Milton Friedman, surtout pas d'inflation, puisque l'inflation va être mauvaise pour la croissance, puisqu'elle repose sur l'illusion de l'augmentation du pouvoir d'achat. Et le chômage, c'est quelque chose de naturel. Un chômage naturel, c'est pas à l'État de résoudre ce problème. Alors on peut ajouter avec ça deux théories néolibérales qui fonctionnent avec le monétarisme.
Alors pour les néolibéraux, toujours en opposition à ce que va faire Keynes, pour eux c'est l'offre qui crée la demande, comme pour les libéraux normaux en fait, hein. Et comme c'est l'offre qui crée la demande, du coup, en plus des libéraux classiques, eux ils sont contre la redistribution, ils sont contre les impôts, et ils sont contre en particulier le fait de prendre à ceux qui gagnent le plus pour donner à ceux qui gagnent le moins. Alors il y a deux raisons à ça. Il y a une raison qu'on pourrait dire plutôt idéologique, c'est que pour eux ça va favoriser l'oisiveté, et que si de toute façon on vous donne un revenu compensatoire, ça ne vous motive pas à bosser, puisque si vous êtes tranquillement assis dans le canapé et que vous avez des aides, vous êtes moins motivé à bosser que si on vous laisse mourir de faim. Et l'autre chose, c'est que pour eux, en fait, ce qui est le plus important, c'est pas la consommation, c'est l'épargne pour eux. Donc que tout le monde ait un petit revenu qui permette de consommer et de faire tourner l'économie, eux ils sont pas d'accord avec ça. Ils pensent que le moteur, comme pour eux le moteur c'est l'offre et c'est pas la demande, le moteur c'est ceux qui vont être les plus riches, qui vont avoir la capacité d'épargner et d'investir. Donc du coup, plus on prend d'argent à ceux qui ont la capacité d'investir, moins il y a d'investissement, donc moins l'offre va pouvoir augmenter, donc moins il y aura de demande, et donc plus l'économie va se casser la figure. Voilà. En gros, pour eux, ça fonctionne comme ça. C'est vraiment exactement le contraire de l'idée de Keynes, où on a plus de consommation qui va entraîner plus de demande, qui va entraîner plus d'offres. Exactement le miroir contraire. Ensuite, l'autre chose, c'est, alors dans le même état d'esprit, eux, ils sont pour un état minimum, et ils sont notamment pour que l'État fasse le moins de prélèvements possible. Pour eux, plus l'État va prélever d'impôts, moins il y aura de croissance et moins il y aura de travail. En gros, il y a une courbe d'un économiste dont le nom m'échappe, mais qui montre qu'à partir d'un certain taux d'imposition, le revenu des impôts diminue, qui est une vraie courbe. Donc plus vous mettez un impôt qui est élevé, au final, à partir d'un certain seuil, moins vous avez de revenus, puisque il y a moins de gens qui sont intéressés à investir. Du coup, vous couchez moins, tout simplement. Donc pour eux, il faut mettre des impôts qui soient les plus faibles possibles pour libérer le capital, libérer l'épargne, libérer l'investissement, qu'on ait plus d'offres qui entraînent plus de demandes. On est toujours aussi dans une idée où il faut que l'État en fasse le moins possible parce que l'économie s'autorégule parfaitement toute seule. C'est la fameuse main invisible d'Adam Smith, là, c'est la reprise de cette idée-là. Donc moins de prélèvements pour permettre d'avoir plus de croissance et donc plus de travail et donc plus d'emplois. Et également le moins d'impôts possible pour avoir le plus d'épargne et le plus d'investissements qui, à leur tour, entraîneront plus d'offres et plus de demandes et plus d'emplois et plus de croissance. Et voilà. Voilà, alors j'espère que c'est clair. Les prochaines vidéos qu'on fera, il y a le néo-keynésianisme et il y a un autre mouvement dont je me souviens plus le nom, mais vous verrez ça bientôt. Et on a presque fini.